Bienvenue sur Good Visa, le podcast Voyage. Aujourd'hui, partez au Laos avec Chloé et Léo. Ils se sont installés dans un petit village suite à un coup de cœur qui a transformé leur vie, puisqu'aujourd'hui, ils gèrent une association pour aider les enfants et une agence de voyage à impact positif. Ils vont vous parler de leur expatriation faite de surprises et d'adaptations, mais surtout, ils vont vous parler du vrai Laos. Cet épisode est une invitation à suivre son propre chemin. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Chloé, bonjour Léo. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Un peu fatigué, on a chaud, mais ça va. Oui, tout va bien. Mais oui, parce que vous nous parlez en direct donc du Laos et je suis vraiment super contente qu'on puisse enregistrer cet épisode. Ça fait vraiment, ça va faire presque un an en fait qu'on échange et c'est un pays dont j'avais tellement envie de parler et pour moi vous êtes les mieux placés pour le faire. Donc on va parler d'un voyage qui vous a transformé puisque vous deviez passer seulement quelques semaines et puis au final vous avez fini par y retourner pour vous expatrier, monter une agence. Donc on va avoir vraiment plein de choses à raconter. Donc, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, si vous voulez bien, voilà, présentation classique, mais pas si classique que ça, si vous pouvez commencer en vous décrivant l'un et l'autre avec quelques mots. Chloé, c'est quelqu'un qui est pleine de vie, qui est très très occupé, qui a toujours plein de choses à faire. Et c'est quelqu'un qui, faut que je sais pas quoi dire. En vrai, c'est dur comme présentation. Je vais prendre alors. Vas-y, prends la relève. Pour Léo, je dirais que c'est quelqu'un qui est très sociable et très curieux. Ce qui fait que les rencontres sont toujours très faciles à faire avec lui. Et il est assez simple à vivre. Les gens accrochent vite avec lui. Et en grande partie dans notre vie, à chaque fois qu'on a fait des rencontres, autant en voyage qu'ici, c'est lui qui initie la rencontre. Trop forte. Super. Donc, l'idée, c'est pas d'aller répéter tout ce que vous avez déjà dit dans plein de podcasts et je mettrai les liens pour ceux qui ont envie d'aller pousser un petit peu plus, mais quand même reprendre dans les grandes lignes ce qui vous a mené au Laos, parce que le projet de départ, vous vouliez faire 3 ans sans avion dans toute l'Asie. Et après, voilà, le plan a été chamboulé par les conflits internationaux, le Covid, on connaît tous. Est-ce que vous pouvez nous raconter, donc, quel a été ce basculement, en fait, avec le Laos ? Comme tu l'as dit, on était parti pour un voyage normalement de 3 ans. On a un petit peu traversé l'Europe, on a été, un petit peu en Asie et on est arrivé au Laos parce que le Laos, c'était après la Thaïlande et que comme tout le monde, on voulait faire une petite boucle, en Asie du Sud-Est et on est arrivé au Laos, on a tous les 2 accroché avec une ville que personne n'aime, Vientiane. Directement, on est arrivé à la capitale du Laos, on s'est dit: «Ah, c'est une petite capitale, elle est simple, elle est facile à vivre, il y a pas beaucoup de monde, on adore» et voilà, on a continué à découvrir en étant allés à Bang Vieng, puis, à Luang Prabang rapidement et puis dans le village où on vit, à Ban Tapen. Heu, on était ici normalement pour 3 jours, on est resté 1 mois et demi dans ce village. Ça a été vraiment un coup de cœur pour les gens, on a repoussé à chaque fois notre départ. On a fini par partir parce qu'on n'avait plus d'argent et qu'il fallait rentrer en France pour travailler. Léo, il avait un CDI qui l'attendait également et finalement, on est rentrés en mars et pendant l'été, on a décidé on allait aller s'installer au Laos, on allait revenir. C'était un peu un pari, fou, Ouais. mais ça faisait vraiment du cœur, on sentait profondément notre place, dans le village et on voulait y venir s'installer et donc on a pris la décision et du coup, 1 an après être rentrés et ben, on est venu s'installer ici, dans le village de Ban Tapet. Et est-ce que vous aviez conscience, quand vous avez passé ce mois là-bas, que, voilà, il y avait quelque chose d'inachevé, que vous alliez y revenir ou ça s'est construit vraiment petit à petit à votre retour, en fait ? C'est moi qui réponds là. Non, moi, quand on était au village, j'avais déjà commencé à faire des recherches d'emploi. Donc, je me projetais pas du tout pour m'installer au Laos. J'avais d'ailleurs trouvé du coup un CDI en France. Ce qui fait que quand je suis rentré, j'ai commencé le travail assez rapidement. Et puis j'ai commencé à avoir on a commencé à avoir notre rythme de vie sur place. Moi, j'étais plutôt au contraire pour m'installer sur place et ne plus voyager avant d'avoir des enfants, plutôt dans une projection
Si on devait revoyager, ça serait plutôt en van, en camping-car à travers l'Europe, ça nous bottait bien. Mais par contre, pour Chloé, c'était pas du tout le cas. Au retour, elle a eu un énorme manque, un mal du pays, mais à l'inverse, pour le Laos, ça a été hyper difficile. Ça a été une période où, ouais, elle avait pas envie de grand-chose, elle avait rien qui l'amusait réellement. Et en fait, moi, pour mon travail, j'ai eu une fin de période d'essai employeur pendant l'été. Et Chloé, elle commençait tout juste à se réinsérer en mode: «Ah bon, la vie en France, c'est quand même sympa, il y a quand même des choses sympas à faire, et cetera». Elle m'a dit: «Ah ça y est, il y a plus de raison qu'on soit attachés». En plus de ça, il y a eu un événement déclencheur, qui est un enfant qui est décédé dans le village, qui était très proche de nous. Heu et du coup, pour Chloé, c'était, au début, on repart, tout de suite après. Je lui dis: «Non, non, le temps, on met de l'argent de côté, on fait en sorte de partir correctement, surtout si on s'installe, vraiment définitivement». Et c'est ce qu'on a fait. On a pris du coup, quelques mois en plus pour pouvoir mettre de l'argent de côté avant de pouvoir partir s'installer. Donc comme tu dis, c'était quand même un pari assez risqué parce que vous êtes partis, un peu dans le flou. Vous aviez déjà cette idée de monter, votre agence, j'imagine? Parce que c'est un peu construit, au fur et à mesure. On savait d'abord qu'on voulait venir dans ce village s'installer, ça on en était certains. Je savais que du coup, je voulais continuer à développer l'association qu'on avait créée la première fois qu'on était venus ici, pour pouvoir aider les enfants sur place et on savait qu'il fallait qu'on gagne de l'argent quelque part. La difficulté, c'est qu'on est loin, là, notre village, il est à 45-50 minutes de route, de Luang-Prabang. Donc et il y a peu d'opportunités, de travail aux alentours, surtout dans nos métiers que nous, on faisait avant. Et c'est là où on s'est posé la question, voilà, quel métier on pouvait réaliser. Est-ce que c'était des métiers, entièrement en ligne? Mais ce qui semblait compliqué. En tout cas, je veux dire un poste de salarié. Et on s'est dit: «Bah, du coup, peut-être que l'agence de voyage, ça pourrait coller». En plus, dans la mesure où pendant notre voyage, on se rendait compte que les personnes, souvent, couraient, suivaient les blogs sur internet, les choses comme ça. Mais en gros, faisaient le parcours de quasi monsieur tout le monde, et n'avaient peu l'occasion de pouvoir rencontrer, de prendre du temps avec les gens et de fait, de peu découvrir la culture et la vie locale. Et on s'est dit que, c'était un bon moyen pour nous de pouvoir aussi montrer cette façon de voyager qui nous tenait à cœur. Parce qu'à l'époque, voilà, Chloé partageait ça sur Instagram, sur le compte qu'on avait en commun. Je partageais ça également sur YouTube avec des vidéos et on se rendait compte, même en croisant les voyageurs, que, beaucoup, en fait, passaient dans les pays, mais sans avoir réellement pu expérimenter la vie locale, découvrir, voilà, leur façon de vivre, parce qu'il y a des gens ont plein de choses à partager et à nous transmettre. Et c'est vrai que ce partage-là, au final, c'était quelque chose qui était parfois assez inaccessible pour les gens. On a voulu le partager et c'est pour ça qu'on a monté l'agence de voyage. C'est à la fois pour pouvoir nous vivre financièrement, aider les voyageurs qui souhaitaient voyager à pouvoir, voilà, s'immerger et vivre la même chose que nous, on avait pu avoir l'occasion de vivre, par maintenant dans ce village ici. Et puis au final, nous, ça nous tenait à cœur aussi qu'il y ait toute une part qui puisse repartir, pour les locaux sur place. Et donc, il y a toujours, là, 10 du coût du voyage qui repart à l'association de Chloé. Donc au final, c'est un cercle un peu vertueux dans tout. Et c'est trop cool parce que c'était vraiment ce qu'on souhaitait mettre en place et maintenant ça tourne. Et c'est trop bien et même cette notion d'humanitaire, en fait, elle sort pas de nulle part puisque c'est même un petit peu la racine de votre rencontre, si ça vous ennuie pas d'en toucher 2 mots? Oui, on s'est rencontrés à la Croix-Rouge, où on était bénévoles tous les 2 et globalement notre histoire est très liée à tout ça. On a été famille d'accueil pour la protection des Sœurs de la Jeunesse également. Enfin, on s'est beaucoup investi, autant en France que pendant nos voyages. Pendant qu'on a voyagé dans les autres pays, on a découvert des associations également. Pour le mettre en valeur, ouais. C'est vraiment nous qui on est et on voulait que ça transparaisse dans notre quotidien, dans notre travail, et ça, on en est très, très fiers. Et du coup, pour replacer quand même un petit peu le Laos, donc c'est en Asie du Sud-Est, c'est le seul pays de la région sans accès à la mer, complètement enclavé, avec les voisins comme la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et la Birmanie. Et la langue officielle, c'est le laotien. Et moi, une de mes premières questions, et ça m'a fascinée, c'est de voir qu'en fait, vous vous impliquez tellement que vous avez commencé à apprendre cette langue. Enfin, même plus que commencer, il me semble, pour toi, Léo. Même tous les 2 là. Directement quand on est arrivé, on a pris des cours à l'Institut français. On s'est dit: «Enfin, nous, on veut être ici, on veut pouvoir échanger avec les gens». On était tellement frustrés de pas réussir à le faire. On a pris, 20 heures de base, ce qui fait qu'on a réussi à comprendre, OK, comment on construit les phrases et on a juste appris à le parler.
Et avec ça, en fait, on a pu commencer à dialoguer avec les gens dans le village. Les enfants dans le village ont été les meilleurs professeurs. Ils nous ont tout appris. Au point où on nous a dit après: «Bon, là, il va falloir passer d'un niveau. Là, vous parlez comme des enfants, maintenant il va falloir parler comme des adultes». Parce qu'on n'avait pas le bon vocabulaire. Bah, on avait un langage, oui, effectivement réduit, un vocabulaire réduit, même encore aujourd'hui, effectivement, on est toujours en apprentissage. Encore hier et avant-hier, on travaillait sur l'écriture, la lecture. Chloé a commencé à apprendre l'alphabet là, en réalité, on parle pas là-haut encore, enfin, correctement parfaitement dans la mesure où, en termes de vocabulaire, déjà, on habite dans un village, donc les gens dans le village ont un vocabulaire plutôt limité par rapport à la ville. Je dirais qu'on parle comme des campagnards, mais voilà, on essaie aujourd'hui d'enrichir notre vocabulaire, d'essayer en fait, on est plus limité aujourd'hui sur les conversations plus compliquées. Chloé est meilleure que moi maintenant à l'oral, parce que, bah, avec l'association, elle passe tellement de temps avec, les professeurs, les conseils de classe, les parents, les enfants, qu'elle a prouvé c'est plus vite que moi. Toi, tu lis et moi, je Oui, bah, moi je lis et je commence à écrire quelques mots, Mais vraiment, c'est bluffant, je vous admire parce que c'est une langue qui semble quand même, très, très complexe et avant que justement là, on plonge un petit peu dans toutes ces anecdotes, un peu plus culturelles, là, on parle de votre expatriation et encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller, raconter toutes les étapes, mais peut-être casser un peu le mythe de, bon, ben, on décide de s'expatrier dans un pays, hop, 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 ça se fait en 2-2, ça va être très simple. C'est en Asie du Sud-Est. Pour celles et ceux qui connaissent, voilà, en termes, d'administratif, pour l'avoir vécu aussi personnellement avec, la Chine, le Cambodge et ainsi de suite, c'est pas si simple que ça. Donc est-ce que vous auriez, des petites anecdotes, à nous partager sur cette expatriation? C'était vraiment pour nous, on est tombés des nues quand on est arrivés. C'est pas tout beau tout rose, très loin de là. Nous, on s'est installés dans ce village parce qu'on avait, une personne de confiance et en fait, on n'a pas compris au départ ce qui se passait et cette personne a disparu. Enfin, elle était dans le village, mais elle n'a plus été du tout présente pour nous et ça a été vraiment, très, très compliqué. Pendant 6 mois, on n'a pas compris pourquoi. On sentait qu'il y avait des choses pas qui n'allaient pas dans le village, mais on n'arrivait pas à saisir les choses. Et au final, on a pu réellement avoir une discussion 6 mois après. Mais ce qui fait que quand on est arrivé ici, nous, on s'était dit: «OK, ça va être là simple, on a une personne sur qui compter, elle parle anglais, elle va nous aider» et en fait, au bout de 2 semaines, on était tout seuls. hein. Disons que ça a été un long parcours du combattant pour plusieurs raisons. Le côté administratif, au final, a été assez simple dans la mesure où on avait demandé à quelqu'un de s'occuper pour nous des papiers de l'entreprise et des visas. Ce qui a été difficile, ça a été plutôt, ben, les différences culturelles, les incompréhensions, que ce soit de notre part, que ce soit d'autres personnes, et donc le fait de se faire accepter, ben, par le chef du village, par certains habitants. Malgré tout, ici, il y a très peu d'étrangers qui viennent s'installer et ils vivent encore plus dans les villages, même si nous, ça allait, il y avait quand même quelques petites personnes qui étaient passées avant. Mais ce qui fait que dans la tête des gens, il y avait beaucoup de clichés, parfois il y a également du racisme. Ça c'est pas grave, ça fait partie de la vie et Et puis les gens ont assez peur. En fait, enfin, on est dans un pays qui est pauvre, les gens, ils voient les gens passer, arriver, s'installer et repartir. En fait, ils ont pas envie de s'ouvrir tout le temps, de tout donner et de se dire: «OK, dans un an, en fait, tu vas être reparti». oui. Pour eux, c'est dur et vraiment, ils voient les départs des gens vraiment comme des abandons et c'est très, très dur pour eux et du coup, réussir à les rassurer en disant: «Bah non, moi, je viens encore juste pour 6 mois, 1 an, hein, je compte rester ici, je sais pas combien de temps parce que je sais pas du tout. Il y a 3 ans, j'aurais jamais dit que je serais là maintenant, mais je compte réellement, apprendre la culture, être là aussi pour vous» et ça a vraiment été quelque chose d'assez long pour avoir cette confiance avec ces gens Oui. et Ah parce que peu de base, partaient très loin. En général, on se marie avec la personne du village d'à côté ou même du même village. Mais ce qui fait que, bah, globalement, dans sa vie, on ne bougeait pas beaucoup, on n'allait pas s'installer à l'autre bout du pays et on n'a pas la voiture pour aller voir d'autres personnes. Donc voilà, c'est vrai que, bah, du coup, c'est toutes ces contraintes qui font que, bah, pour les gens, ça a été assez difficile aussi, même l'intégration. Même pour nous. Après, il y a eu la barrière de la langue. Même moi, encore aujourd'hui, je suis frustré par la barrière de la langue et ce qui fait que, bah, je suis pas aussi avenant et aussi comment je pourrais dire? Non, c'est le mot, aussi avenant, en fait, pour, envers les gens, mais parce que, bah, parfois, ça m'énerve d'être bloqué dans une conversation et je préfère éviter le truc plutôt que, de faire ça. D'où le fait que je travaille encore à côté, c'est parce que, ben, j'aimerais bien pouvoir dialoguer plus longtemps avec les gens et bah, parce qu'il y a aussi une richesse qu'on a dans les conversations, plus profondes, quelque chose que j'aime et qui fait que, bah, du coup, voilà, c'est compliqué,
C'est vraiment quelque chose, qui est difficile pour lui parce que Léo, il aime les conversations profondes avec les gens en général et en fait, quand on connaît pas bien une langue, ben, on est tout le temps en train de survoler. On a des conversations du quotidien, ou les cancans des villages, ça, on peut les avoir très facilement. Mais quand on veut discuter réellement avec quelqu'un de qu'est-ce qu'il pense de la vie, essayer de parler un petit peu de politique, même si on est dans un pays où c'est un peu compliqué. Enfin, toutes ces conversations-là, Ouais, quand on n'a pas les mots oui. et ben, en fait, on peut pas, on n'y accède pas. C'est vrai, bah, dans le village, effectivement, c'est souvent les rumeurs, c'est souvent l'alcool, c'est souvent les femmes, Le riz, le riz. C'est les conversations de base et effectivement, bah, c'est très simple d'être accueilli, c'est très simple de discuter avec les gens, mais ça tourne très vite autour du pot et puis, bah, c'est limité aussi dans le village. Si on vivait dans une plus grande ville comme à Vientiane ou à Lyon-Brabant, bah, voilà, il y a des événements, des conférences d'organiser, des choses comme ça. Enfin voilà, bref. Ça fait partie des contraintes aussi qu'on a, donc c'est vrai que, bah, le temps de s'installer et puis même de se retrouver nous, par rapport à ce qui faisait notre base en France et qu'on ne peut pas retrouver ici, donc de se réadapter, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, puis il y a plein de choses qu'on n'avait pas anticipées. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous manque, énormément d'ailleurs? Petite parenthèse. Voilà, ça va. Vu qu'on est rentré en France récemment, près de 2 ans et ouais. Pour moi, c'est plus, l'entourage, le fait d'avoir du monde, proche au quotidien et même la façon de s'occuper. Nous, en France, par exemple, avec Chloé, on a l'habitude d'aller souvent au cinéma et d'aller avec un copain manger dans un super restaurant. Bah, nous, dans le village, les gens n'ont pas l'occasion de pouvoir manger déjà très souvent au restaurant et puis sinon c'est des sous. Alors que nous, on était plutôt, bah, voilà, à tester des nouvelles cuisines, tester un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Donc c'est vrai, bah, voilà, c'est cette façon dont on s'occupait, dont on s'amusait et qui nous épanouissait. en fait, on arrive, pas forcément à avoir des personnes qui ont, on va dire, la même base que nous. D'éducation, mais de couture et de plein de choses. Donc je sais que, par exemple, qu'on est très amis avec Tao et Nouk et que depuis 2 ans, à chaque fois, à mon anniversaire, on part en vacances en même temps. L'année dernière, du coup, on a été à Udomsa et l'année encore d'avant, on était à Vang Vieng et quand on a été à Vang Vieng, on a juste pris un hôtel qui n'était pas un hôtel dingo, juste un hôtel et il y avait, en fait, un buffet le matin. Eh bien, la Tao avait les yeux écarquillés en me disant: «Chloé, ça veut dire que je peux réellement prendre tout ce que je veux?» Et nous, on était là: «Bah, c'est juste quelque chose de normal, oui, oui, tu peux, et en fait, toutes ces choses-là, même si on veut partager et qu'on adore ces gens-là, eh bien, les partages sont pas les mêmes qu'on pourrait avoir en France. Oui, il peut y avoir des décalages, et ça, vous avez appris à vous adapter, à tout ça et là, enfin, vous avez touché à plein de sujets. J'ai vraiment plein de questions, pour vous. Quand j'ai parcouru un petit peu, tu parlais d'histoire et de géographie, par exemple. J'ai vu que, en fait, le Laos, c'était un des pays le plus bombardé de l'histoire, en fait, que ça soit par, la guerre secrète avec les États-Unis en 1964 jusqu'en 1973, où là, en fait, il y a eu 2 millions de tonnes de bombes avec plus de 500 000 pardon, raids et en fait, encore aujourd'hui, il y a plus de 30 du territoire qui est contaminé par les bombes et ça, tu vois, tu parlais de discussions profondes, de vocabulaire compliqué. Je me demande si vous avez pu creuser un petit peu sur ce sujet-là et si au quotidien, c'est quelque chose, j'imagine que l'histoire comme, par exemple au Cambodge, l'histoire est encore très présente, dans le quotidien des locaux, en fait. Alors oui, du coup, j'ai pu en discuter. On a même eu l'occasion d'entendre plusieurs fois exposer qui étaient déminés par, des associations ou des organisations gouvernementales. Après, c'est surtout principalement, frontière vietnamienne, dans le centre du pays. On a eu l'occasion d'en discuter. Après, au Laos, beaucoup de gens qui ont vécu cette période-là ne souhaitent pas en parler parce que c'est une période excessivement difficile. Ça reste, encore assez proche, ce qui fait que, bah, voilà, c'est des grands-parents qui les ont vécus quand ils étaient plus jeunes, qui effectivement, bah, voilà, ne souhaitent pas transmettre toujours ce qu'ils ont vécu aux enfants, mais comme nos parents, grands-parents n'ont pas voulu transmettre, je sais pas, la guerre d'Algérie ou Maroc, enfin, voilà. Ce qui est compréhensible et ce qui fait que, oui, même encore aujourd'hui, les gens, on peut encore en discuter, mais par contre, il y a beaucoup d'informations qui sont filtrées, donc ce qui fait que les jeunes générations n'ont aucune connaissance des années 30 jusque 75, la prise de pouvoir peut-être là-haut.
Au Laos, l'État a décidé. En fait, par exemple, si on prend une famille, aujourd'hui, dans notre village, même au Laos en général, il va y avoir les grands-parents, les parents et les enfants. Les grands-parents ont vécu cette guerre. Les parents, eux, ont appris à l'école à détester les Français, les Américains, les Blancs en général. Et les enfants maintenant, l'État là-haut a décidé de ne plus enseigner ça, parce qu'ils se sont réouverts au tourisme et donc on ne veut plus entendre parler de tout ce qui s'est passé avant. Donc les gens ne savent pas qu'avant il y avait des rois au Laos. Les gens ne savent pas qu'il y a eu des guerres. Quand tu dis les gens jeunes, Oui, tu les restes jeunes maintenant. jeune. Je sais que nous, on a emmené les enfants de notre village visiter le palais royal à Luang Prabang, sachant que c'était quand même un assez grand royaume, celui de Luang Prabang. Ils ne savaient pas qu'il y avait eu des rois. On y a été avec les professeurs et les professeurs n'avaient pas le droit d'expliquer. Bah, c'est pas le droit. Globalement, un monsieur les suivait dans le musée, il travaillait dessus. Les professeurs répondaient pas aux questions des enfants. Disant, vous demanderez à vos parents, Ou à Chloé plus tard. mais J'ai pas ils en parlaient pas sur place. Waouh, c'est impressionnant et bah, merci de nous le partager. Je me répète à chaque fois dans les épisodes, mais c'est vrai que ce genre d'infos, ben, on le trouve pas en faisant des recherches comme ça, donc merci pour ces explications et là, vous parliez aussi de géographie. Peut-être, alors c'est un pays immense, mais peut-être décrire un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, pour leur donner, voilà, des images, du Laos, comment vous le décririez? Alors c'est un pays qui est tout en longueur, et ce qui fait que c'est très différent, du nord au sud. Alors nous, on n'est pas allés, tout au nord, On est passé en soi. du Laos encore. Oui, on est juste passé en train pour aller en Chine. Par contre, on est descendu jusque dans les 4000 îles, donc tout au sud. Bah, le nord-nord, enfin la partie où on est, c'est plutôt des montagnes, donc la partie nord du Laos et le centre est plutôt considéré comme des plaines, même en partie du sud Mmh. et simplement il y a quelques endroits qui sont vallonnés, en bord du Vietnam avec des très belles montagnes, karstiques et un peu plus haut et également et un peu plus haut un peu plus dans le sud. Et c'est bordé, bah, par le Mékong, quasi dans sa longueur, dans le côté gauche, qui fait frontière terrestre, frontière non, enfin oui, frontière avec la Thaïlande. On peut avoir de tout comme paysage, vraiment, on a des très belles cascades, il y a des campagnes, il y a aussi des villes qui sont vraiment développées, notamment dans le sud. On Oui. demande aux gens à aller se perdre dans les villes dans le sud et pas aller que dans les 4 midi. Non, bah, il y a Il y a des vraiment plein de jungles, il y a des jungles, enfin globalement, oui, c'est assez diversifié. Même si on reste plutôt sur un pays, voilà, où il fait chaud, humide pendant une période de l'année et un peu plus frais, l'hiver, mais reste quand même qu'il fait chaud. Et aussi, la saison des pluies, les moussons, toute cette humidité comme tu disais. Oui, alors même si on est très, très loin quand même des clichés que nous on pouvait avoir avant et que tout le monde a, il ne pleut pas, 3 mois de l'année, non-stop. Ça va, là, on a commencé la période de saison des pluies. En ce moment, il pleut, peut-être 2 3 jours par semaine et plutôt les soirs et c'est des gros orages avec de la grosse pluie, souvent la nuit et la journée, par contre, il pleut pas du tout. Oui, donc c'est bien aussi de venir casser, un peu ces clichés. Et tu parlais de jungle, est-ce que en termes de faune et de flore, là aussi vous avez eu des belles surprises peut-être? Alors la faune et la flore, c'est très, très compliqué au Laos. C'est très compliqué parce qu'on est dans une population qui est encore très, très pauvre et qui chasse. Et il y a même, ramasse les champignons. En ce moment, c'est le début de la saison des champignons. Tout le monde est en train d'aller les ramasser. Mais il y a pas de régulation, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'espèces au Laos. Il y a des associations qui travaillent là-dessus. Il y a des parcs nationaux qui sont en train d'être mis en place un peu partout. Il y a un travail qui est en train d'être fait, mais c'est très compliqué. C'est très réduit. Enfin, par rapport, par exemple, quand on est allé en Chine, on a passé la frontière et effectivement, bah, on a vraiment vu plein d'oiseaux, on a vu plein d'espèces d'animaux, alors que, bah, voilà, au Laos, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins le cas. Même nous qui sommes dans une zone avec un parc normalement protégé et des militaires pour, vérifier, il y a rien. Parce que de base, les militaires sont très peu payés et qu'en plus de ça, bah, les gens, par nécessité, ont besoin de se nourrir et donc, bah, la chasse, la pêche sont très importants.
Sur tout ce qui est flore, les espaces sont quand même assez préservés, même si, l'agriculture grappille énormément sur les zones naturelles, mais comme partout dans le monde. Il y a peu de vérification. Il suffit, pour quelqu'un de payer un petit peu, un fonctionnaire sur place et ça permet de pouvoir raser toute une forêt. Et c'est assez drôle, en fait, que tu en parles parce que hier, on était dans le village de Bagna, qui est un village après chez nous et on y avait été, la première fois qu'on est venu ici. Parce qu'il y avait une fête et donc on y était là avec les chefs non, avec les villageois et on avait vraiment adoré. On avait trouvé des paysages magnifiques, c'était tout vert. En fait, c'est des collines de partout et hier, on y est allés et en fait, là, on vient de finir la saison des brûlis, donc la saison où ils brûlent tous les champs pour les rendre fertiles. Tout était cramé de partout et donc tout ce qui était des forêts, en fait, maintenant sont devenus des terres, Bah, brûlées il y a plus rien, quoi, c'est vide de chez vide, ça fait très apocalyptique. et au-dessus, une entreprise chinoise s'est installée, pour pouvoir extraire, De l'or, de ce qu'on a compris, mais je sais pas, c'est et sans que ça développe localement, sans que les gens soient embauchés, sans qu'il y ait après des impacts réduits sur l'environnement, même que ce soit sur l'extraction et après la transformation. Non, ça fait partie des problématiques, mais c'est lié à un pays qui est très pauvre et c'est lié aussi à de la corruption. Oui et c'est quand même important, je trouve de le mentionner pour, voilà, qu'on n'aille pas, s'imaginer, trop idéaliser non plus, un pays. Mais bon, le Laos reste quand même un très beau pays avec, comme tu disais, beaucoup de jungle, une diversité de paysages et j'arrête pas de dire avant qu'on planche dans les aspects culturels parce qu'il y a plein de choses à raconter, mais pour terminer, on va dire sur cette, fiche pays un petit peu, parler quand même de gastronomie parce que c'est quelque chose qui personnellement me fait rêver sur, tous ces plats à goûter au Laos. Je vois que ça vous fait, sourire tous les 2. Est-ce que vous auriez quelques petits, plats préférés, on va dire, assez emblématiques du Laos, pour faire, saliver un petit peu l'audience? Parce qu'on a mangé ce midi, rien que le porc au barbecue avec la sauce soja, c'est excellent. globalement, tout ce qui est au barbecue au Laos, c'est excellent. Oui. C'est-à-dire on a mangé nos meilleurs poissons Non, au barbecue. le rat au barbecue, c'était pas bon. Ah, c'est vrai. L'oiseau au barbecue, c'était pas bon. On a aussi des fêtes, des fois, on nous dit: «Oh, c'est un poulet» et on sait que c'est pas des poulets, mais bon. Non, parlons de bonne gastronomie. Il y a plein de choses de très, très, très bon goût à Laos. En fait, la cuisine laotienne est très variée. Il y a beaucoup de plats, en sauce, cuits, dans de la terre cuite, cuits, avec un bouillon, avec plein d'herbes, aromatiques, de racines comme le galangal ou le gingembre, le curcuma et cetera. Même en termes de riz, ils ont une quantité de riz énorme. Ils ont une production de thé, autant dans le nord que dans le sud, de café autant dans le nord que dans le sud. Heu, les fruits ils sont nous, dans le jardin, on a, un cocotier, un manguier, 2 arbres à avocats, il y a du galanga, du basilic thaï, Du pandan, ah oui, ça, on a du pandan? on a du pandan. Qu'est-ce que c'est le Bah, pandan? Pandan, c'est une herbe, verte, ouais, qui monte assez haut, et en fait, on peut ensuite la cuire et ça donne un goût un peu comme du popcorn, on trouve. et c'est beaucoup utilisé en sucré. Même les desserts là-haut sont trop bons. Oui. Plein à base de coco, c'est souvent des choses un peu gélatineuses avec de l'agar-agar ou même du lait de coco et du maïs et haricots rouges dedans et cetera. Bah, non, c'est super bien. Puis on mange plutôt équilibré. Excellent et en parlant de quotidien justement, peut-être que vous pourriez expliquer, alors j'imagine que toutes les journées ne se ressemblent pas, mais peut-être une vie, typique, peut-être une journée typique dans votre, quotidien dans le village? Oh si, si, mais en soi, les journées, maintenant se ressemblent un peu plus, on est un peu plus, Sam. stable, ouais. Fraîche. Tu veux le faire? Vas-y. Bon, on se réveille, normalement comme tout le monde. Alors mais souvent pas de réveil, on en a pas besoin parce qu'on a des voisins qui aiment bien écouter de la musique, on a des coqs pas très loin, donc on est souvent réveillés le matin sans trop de problèmes. Donc voilà, donc en général, donc on se lève, on prend nos petits déj, alors on mange des petits déj français. On a la chance d'avoir à Luang des bonnes boulangeries, et les supermarchés chinois où il y a plein de produits importés. Ouais, donc des céréales. Donc on mange comme en France, et ensuite, on va, au boulot. Donc on a un petit local, dans notre, village qui est séparé de notre maison depuis 1 an. Oui.
Avant, on travaillait de chez nous et pour notre santé mentale, il fallait avoir un petit endroit pour travailler. En général, le midi, moi, je suis à la cantine, de l'association, donc à l'école. Léo, en général, je le rejoins juste après. Oui. Bah, souvent, on mange dans un des restaurants qu'il y a dans le village, parce que ça coûte peut-être même moins cher que de faire à manger à la maison. Et puis après, bah, je sais pas, on rentre sur des bancs entre 17h et 18h30 en fonction de si on traîne ou pas. Là, Chloé, elle compte aller se baigner, d'ici 1 heure, dans les cascades et puis après, bah, chose normale de la maison, bah, je sais pas, on gère le linge, on nettoie la maison s'il y a besoin, on se pose, on fait à manger, on regarde la télé, bref, enfin, qui est un peu plus normal, On avait vraiment besoin de trouver un équilibre, plus posé comme on pouvait avoir, en France. Alors c'est pas toujours le cas, hein, c'était cette semaine qu'on a eu une fête où on nous a dit: «Ah, il y a les 1 an, de ma nièce, il faut à tout prix que vous veniez» et en fait, on nous dit: «Bon, bah, 11h, faut venir», donc bah, on finit vite fait de travailler et notre pause déj, en fait, c'est une fête et puis on revient travailler et on essaie de se servir beaucoup de bière. Je dis: «Non, non, je dois aller travailler». «Oh non, tu qu'à rester là, va pas travailler». «Si, si, il faut vraiment que j'y retourne». On fait le matin très tôt, on a le marché dans le village, parfois, il y a des fêtes religieuses et pour les grands-mères ici, c'est vraiment très important que l'un de nous 2 y aille et c'est moi qui y toi? vais et vraiment moi, c'est vraiment des moments que j'adore aussi parce que c'est des moments au-delà de l'aspect religieux, c'est des moments de rassemblement pour le village et souvent, les gens qui viennent au Laos disent qu'ils ne voient jamais les grands-parents et bien, il faut sortir plus tôt le matin et c'est le moment où on voit tous les grands-parents au Laos, Mmh. Ouais. et ça fait aussi partie de notre intégration et du lien qu'on a avec les gens. C'est des choses, importantes où et pareil le soir, on aime bien, traîner, aller parler avec des gens, se poser dans les shops, boire un verre avec eux, enfin voilà. C'est ça, ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur, ces cérémonies? Moi, je m'étais noté, la cérémonie Bachi, je sais pas si je le prononce, bien? Alors la cérémonie du bassi, c'est une cérémonie qui est faite pour, en général, les familles, les amis ou les proches. On va avoir une volonté de souhaiter, du bonheur, de la santé, des bonnes choses à la personne. Alors, on fait une cérémonie de bassi pour une personne ou un groupe de personnes. On va accrocher des bracelets autour du poignet de la personne qui va être bénite ou les personnes. Il y a des variantes, de bassi parce que le vrai bassi est avec des moines qui viennent, qu'on paye pour qu'ils puissent venir, on leur achète des cadeaux, enfin, ça coûte très cher, une cérémonie de bassi. Mais les moines sont pas obligatoires parce qu'à l'origine, c'est pas une fête bouddhiste. C'est une pratique, païenne, qui est une pratique plutôt, bah, voilà, des gens laotiens, et du coup, les moines sont pas toujours conviés. Parfois, c'est juste un monsieur dans le village, enfin même souvent, c'est un monsieur dans le village, souvent qui connaît, qui a été, au temple, enfin longtemps et qui connaît certaines prières, mais pour autant le fond en lui-même, enfin c'est pas bouddhiste. Non, on en appelle souvent, en fait, aux esprits, des parents, des grands-parents, enfin des personnes qui vont être décédées, pour pouvoir protéger la personne. On fait des cérémonies de bassi, assez régulièrement quand même au Laos. C'est-à-dire que si on achète une nouvelle voiture et bien on va bénir la voiture et donc on va faire une cérémonie de bassi. Si on Bah, j'ai eu un frigo, on a eu un mariage, on a eu des naissances, Oui. on a eu les 1 mois de naissance au moment où on choisit le prénom. Également pour les desserts, une fois qu'on a fini toute la cérémonie, au niveau de là où ils brûlent les corps et bien ensuite on revient à la maison et on refait une cérémonie de bassi. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive très, très souvent, qui est devenu une attraction touristique, Laos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hôtels qui les vendent, ou même d'agences de voyage qui les vendent, où ça va être des Lao qui vont, accrocher ces bracelets-là aux voyageurs. Nous, c'est quelque chose qu'on refuse totalement parce que ça fait partie de la culture Lao et qu'on veut vraiment que ça soit respecté. C'est quelque chose de très intime quand on a la chance de le vivre. Je sais que nous, on le vit, assez souvent quand même et notamment, il y a la cérémonie du chef du village qui est en gros la fête, de l'année où on fête le nouvel an au village. Et à cette cérémonie-là, nous, à chaque fois, on a la chance de se faire accrocher des bracelets par les grands-mères dans le village et c'est vraiment quelque chose de très important.
Peut-être pour expliquer, parce que c'est vrai que du coup, il y a juste un truc que je voudrais éclaircir, c'est qu'en gros, mais d'abord, il y a un temps de prière où tout le monde autour, d'une table avec des offrandes sur cette table, des feuilles de bananier, des fleurs et cetera, répète du coup un certain nombre de prières. Il y a notamment certaines prières où, je pense que le film Avatar, s'en a inspiré, c'est-à-dire que tout le monde se touche le dos. Ceux qui sont au centre touchent, la table au centre et ensuite chacun touche le dos pour ceux qui sont plus loin, pour que tout le monde soit connecté au centre. Donc c'est pendant ce temps de prière-là et ensuite effectivement, il y a, cet ac où tout le monde toutes les personnes, qui sont présentes vont accrocher des bracelets, autour des poignets, des personnes, de la famille ou des personnes concernées. Par exemple, quand on part, à l'étranger, pour étudier, ben voilà, on va lui souhaiter bonne chance, plein de réussite, d'avoir beaucoup d'argent, de trouver une femme et cetera. Et souvent à la fin de cette cérémonie, bah, il y a quelques produits qui sont donnés, que ça peut être un petit peu de nourriture, des gâteaux, des bananes. Parfois il y a de l'argent également, avec, des bonbons qui sont jetés sur les gens et là, les enfants, les grands-mères vont essayer d'attraper au sol et de prendre le plus possible. Mais c'est souvent un temps de partage qui est très important. La majorité, c'est plutôt les anciens du village qui le portent et après, bah, c'est les personnes concernées, donc souvent quand c'est dans la famille, tous les enfants sont présents et cetera. On le voit moins présent aujourd'hui chez les jeunes. Les jeunes sont souvent moins présents sur ces cérémonies-là, sauf dès que ça concerne leur famille. Et j'ai l'impression que vous parlez quand même beaucoup de ces grands-mères et est-ce qu'on pourrait creuser peut-être un petit peu ce lien? Parce que même, voilà, je vois que ça te fait tout de suite, sourire Chloé, où j'ai l'impression que vous avez réussi quand même à lier un lien assez intime, avec elles. En fait, au Laos, on dit que si tu veux être intégré, il faut que le chef du village te voit bien et les grands-parents. Il y a un comité des grands-parents, dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque quartier, et ils sont un peu, régisseurs de la vie du village. Donc si tu n'es pas bien vu par les grands-parents, c'est mort, tu ne pourras rien faire. Et ils sont enfin, ça fait partie des gens qui ont été les plus accueillants pour nous, Oui, depuis le départ. Les grands-parents, enfin, c'est il pas y a que pas frère du coup. non, autant les grands-pères que les grands-mères. En fait, les grands-mères portent, le côté religieux plus que les grands-pères. Il va y avoir 5, 6 hommes dans le village qui sont vraiment là pour les cérémonies religieuses, mais les grands-mères sont toutes là. Elles représentent chacune leur famille, en fait. Donc, elles ont cette obligation un petit peu. Mais c'est vrai que oui, elles nous ont vraiment bien accueillis. Aujourd'hui, les grands-mères, ici, on est dans un village de l'ethnie Kamou et du coup, elles nous parlent Kamou tous les jours. Comme si on comprenait et et pour eux, c'est vraiment essayer de nous faire entrer dans leur culture, dans leur quotidien. Si Ouais, on je part, vois. pendant, 1 semaine, c'est: «Ah, vous étiez partis où? On vous a pas vu. Est-ce que vous allez bien?» Mais même les grands-parents, je sais que le grand-père d'un des enfants qui s'appelle Shaun, à chaque fois qu'on le croise, il est super content de nous voir et de discuter avec nous. Le grand-père de Tony, je le vois tous les jours en ce moment, c'est pareil. En plus, c'est un monsieur qui a une histoire, incroyable, ancien soldat avec les Américains et les Français. Et qui est aujourd'hui, bah, l'un des messieurs qui fait les cérémonies de Passy et c'est le premier à, venir nous titiller, rigoler un petit peu avec nous, qui a la petite blague facile et enfin, ça fait on a l'impression d'avoir quand même trouvé un entourage, une sorte de 2e famille de grands-parents, même si c'est pas le lien de sang, ça reste quand même des personnes, qui sont toujours vigilantes, attentives et bah, qui font partie même de nos vies au quotidien, hein. C'est hyper touchant, ça m'en donne même des frissons et on parlait là de ces cérémonies religieuses et je suis curieuse par rapport à la, comment je pourrais dire ça? L'importance des et la place des esprits, en fait, dans toutes ces cérémonies. Si vous pourriez nous en dire un peu plus, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est enfin, ces croyances-là, liées aux esprits sont très importantes. Oui, ben, la majorité des alors, du coup, le Laos, c'est plein de groupes ethniques différents. Chaque groupe ethnique, a une façon de vivre différente, des habits différents quand ils ont des habits traditionnels, une langue différente et des croyances différentes. Donc ça va vraiment varier en fonction du groupe ethnique dans lequel, on est ou avec qui on échange. Nous, notre village, aujourd'hui est mixte avec des Lao qui sont plutôt bouddhistes, en majorité, et des Camus qui, eux, sont plutôt, animistes, donc les esprits sont importants. Alors de souvenir pour les Camus, c'est plutôt l'esprit de la nature, l'esprit des arbres, l'esprit de l'eau et cetera. Mais par contre, pour d'autres, ça va être, plutôt les ancêtres, ça va être plutôt, les personnes décédées.
Et même nous, notre village, donc est Cameroun, mais votre village d'à côté est Moun, c'est très différent. Eux, ils ont un chaman, ils ont des cérémonies de chaman, c'est eux qui soignent, ils ont des sacrifices d'animaux qui sont faits pour pouvoir faire fuir les mauvais esprits de la maison, etc. Et les pratiques ont vraiment rien à voir. La diversité culturelle au Laos est très très grande. Souvent, quand on se balade et qu'on visite surtout les villes, on va voir majoritairement la culture laotienne, donc le bouddhisme, etc. Mais du coup, tout ce qui est animisme, c'est quelque chose qu'on aperçoit plus quand on va se merger dans certains villages. J'ai pas besoin d'aller très loin. En réalité, notre village, il y a les grandes cascades de Kangxi au pied. C'est un lieu touristique. Quasi tous les touristes qui passent au Laos passent par là. Mais souvent, ils s'y arrêtent pas, donc ils ne le savent pas. Et puis, souvent, les gens s'y intéressent pas. Mais voilà, c'est un grand pan de culture et très présent, même pour les Laos, même comme pour les Laotiens. Même eux croient aux fantômes, aux esprits, ont peur des fantômes. Ça fait partie des croyances assez. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Enfin, je sais que par exemple, dans les villages Hmong, quand il y a un mariage, en fait, la belle famille choisit un nouveau prénom pour le mari et en fait, ils font une cérémonie, dans laquelle le chaman va venir et va consulter les ancêtres pour savoir s'ils valident le prénom. Donc oui, c'est vraiment des grosses, croyances et elles sont Il faut faites surtout pas parler parce que sinon on peut déranger le chaman et ça peut rompre la cérémonie. Enfin, contre le lien avec les ancêtres. Enfin voilà, c'est des choses qui sont très, très importantes pour eux. Et est-ce que les légendes sont aussi présentes dans leur culture? Parce que je sais que suivant les pays d'Asie, des fois, il y a des légendes assez magiques, assez particulières. Est-ce que c'est le cas aussi au Laos? si, j'en ai pensé à une, mais il y en a une pour les éclipses. Pour les éclipses, celle-là, elle est sympa. C'est en fait, les Laotiens ont peur que en fait, ils pensent que c'est une grenouille géante qui va manger la lune. Et du coup, quand il y a une éclipse, tout le monde sort une casserole avec des bouts de bois et tape sur les casseroles pour faire fuir cette grenouille. Incroyable. Et il me semble que tu avais une anecdote aussi, Chloé. Il y a vraiment beaucoup de légendes. Enfin, au Laos, il y a beaucoup de fêtes, en fait, et t à chaque fois, autour d'une fête, c'est une légende et donc nous, on vit dans le village des Cascades de Conty et il y a une légende particulière. D'ailleurs, ce mois-ci, on va avoir la fête des Cascades de Conty en l'honneur de l'esprit des cascades. En fait, l'histoire de ces cascades, c'est qu'avant, il y avait des cervidés partout, autour de cette cascade et il y avait un ermite qui vivait, dans cette cascade et il a voulu taper dans la roche. De là, l'eau a jailli et de cette eau est sorti un cerf doré qui est l'esprit des cascades et donc là, en juin, on va avoir, tous les villages qui dépendent de cette eau des cascades qui vont venir et qui vont se rassembler pour faire une grande cérémonie pour remercier cet esprit d'être venu ici, et d'apporter de l'eau finalement, tous les villages. Et est-ce que c'est vrai que les coutumes sont parfois plus importantes que les lois dans certains cas? Oui, 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 c'est le cas. Dans notre village, il y a pas enfin, en Laos, les impôts locaux n'existent pas. Pour autant, il est coutume dans ce village que chaque personne qui a une entreprise qui fonctionne bien et notamment quand on est étranger, doit payer un un impôt local au village et c'est quelque chose où on ne peut pas passer à côté. Au départ, on a dit: «Mais il est où le texte de loi, qui dit qu'on doit payer, en fait?» «Non, mais en fait, vous avez pas le choix». «D'accord». En fait, c'est la coutume et ça fait partie, finalement de la loi. Même si c'est pas écrit, c'est aussi à respecter. Disons que la loi est pas autant appliquée que chez nous. C'est pas aussi important, c'est pas autant ancré sur place. Ce qui fait que, pour beaucoup, les communautés s'organisent entre elles directement. Donc je sais que, voilà, sur des règlements, même, l'achat d'un terrain, le droit à la propriété, le fait de, je sais pas, virer ses propriétaires, du terrain, par exemple, c'est pas quelque chose qui va poser souci, même si la loi régit déjà, voilà. Et j'ai cru comprendre que, en ce qui concerne tout ce qui est conflit, ils sont pas très fans non plus et que la fuite du conflit, c'est quand même, assez ren répandu, jamais de confrontation directe.
Je suis assez curieuse parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé, par exemple, quand je vivais au Cambodge. Ah bah, c'est pareil, c'est tout pareil. Enfin, les gens, enfin, c'est déjà très mal lu que l'on lève la voix, qu'on s'énerve sur quelqu'un. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas et effectivement, bah, du coup, ça va développer des comportements autres, qui va être plutôt la fuite, le mensonge, la manipulation. Heu, Ce qui fait que, bah, pour nous, c'est très difficile parce que là, en fait, effectivement, en France, on a plutôt tendance à dire, bah, on doit en parler, on va discuter ou parfois je vais confronter la personne, mieux vaut s'énerver un bon coup et ensuite c'est passé. Là, c'est l'inverse et du coup, enfin, c'est parfois, on a besoin de s'énerver et ça débloque des situations. Je sais que, là, récemment, on avait besoin d'un papier, le monsieur au tax voulait pas le donner à la dame de la police du qui faisait notre visa. Bah, elle a levé la voix et puis ça a résolu le problème. Mais en général, on va lui dire: «Ah non, j'ai pas le papier, je te l'enverrai demain» et au final, on ne l'envoie jamais. Tu le rappelles, il dit: «Non, bah, je sais pas, je suis pas là au bureau, je verrai plus tard». En Alors fait, plutôt que de dire: «Bah, non, je te l'enverrai pas, débrouille-toi». c'est très, très compliqué, tu sais, c'est vraiment je pense, c'est la partie de la culture qui était la plus compliquée pour nous, parce qu'on a vraiment l'habitude de dire les choses franchement. Dans notre entourage proche, mais même plus loin, on préfère que les choses soient claires une fois pour toutes. On n'est pas d'accord, on n'a pas besoin de s'énerver très fort, mais de dire les choses et si, ils apprennent pas du coup à gérer ses émotions, elles sont fuient. Quand on est énervé, on ne peut pas ressentir de l'énervement. Ça voudrait dire qu'on n'est pas sage, donc en fait, ça passe toujours par derrière. Donc il y a des rumeurs qui sont lancées partout, les gens vont mentir et c'est quelque chose qui est normal et qu'on retrouve, très jeune chez les enfants. Les enfants mentent, sans problème avec leurs parents et du coup, ben, en tant qu'adulte, c'est encore plus le cas donc C'est vrai que c'est pas très puni auprès des parents. Mmh, ils ont rien à faire les parents. C'est c'est fou! normal. Bah, c'est des différences culturelles. Disons que ça Ouais. s'organise différemment entre individus. Alors ça pose plein de soucis parce que, bah, il y a du harcèlement, il y a plein de problèmes, qui viennent, à l'origine d'une personne qui a parlé, qui a dit quelque chose de mal et et cetera. Heu, Bah, pour confronter, par exemple, les rumeurs, c'est impossible parce qu'en fait, ils vont tous avoir raconté des choses et tout ça et personne va vraiment venir, voir la personne en disant: «Est-ce que ça, c'est vrai?» Non, personne. oh, il y a eu des histoires pas possibles. On est obligé de toute façon de s'adapter, il y a pas le choix. Après notre entourage s'est aussi adapté à notre façon de penser. Aujourd'hui, on est arrivé à créer des ponts pour se comprendre. Parce qu'il est arrivé que des fois, je dise «oui», que la personne me prenne mal ou à l'inverse, elle a dit «non» et alors que pour nous, la façon d'agir, c'était de dire «oui» et au final, on a pris mal alors que l'autre personne, elle a fait, bah, du mieux possible, pour, être respectueux et cetera. Et ça fait partie des différences culturelles et ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait partie des difficultés qui font que, bah, ça prend du temps, de s'habituer, de s'adapter et que aussi les gens nous comprennent. Oui, et puis bien évidemment, enfin, on parle de tout ça et c'est sans jugement, on respecte bien évidemment toutes, les différences culturelles, mais c'est intéressant de voir, voilà, quel a été, un de vos challenges, justement face à tout ça et ça passe beaucoup trop vite. Je sens qu'on arrive déjà vers la fin de l'épisode, mais quand même nous toucher quelques mots sur votre association et votre agence. Libre à vous de le présenter comme vous le souhaitez. Bah, l'association, c'est une association qui a été créée il y a 3 ans de ça. Globalement, elle agit sur, différents pans, mais majoritairement, donc ça touche les enfants. On travaille donc sur l'éducation, sur la santé, sur, le sport, les sorties culturelles et l'idée de cette association, c'était de pouvoir créer, les meilleures conditions possibles pour qu'on ait, bah, voilà, la génération d'enfants aujourd'hui qui est ici, ait accès à l'éducation le mieux possible et qu'ils puissent à terme pouvoir améliorer leurs conditions de vie et donc améliorer à terme, les conditions de vie de leurs enfants et cetera. Par ça, il y a différents projets. Il y a un projet donc de cantine qui existe depuis 2 ans, qui nourrit les enfants de l'école primaire ici et la maternelle, mais également de l'école secondaire. Voilà, on a 2 dames qui cuisinent, quotidiennement, le matin très tôt pour que les enfants de l'école secondaire partent avec leur boîte et puis mangent à l'école là-bas et les enfants de l'école maternelle et primaire, tous les midis qui mangent sur place avec donc les professeurs. Ça nous a permis de toucher plein de sujets, mais voilà, il y a eu, de la lutte contre malnutrition, sous-nutrition, juste, motiver les enfants et les parents à aller à l'école. Ça, c'était des choses qui étaient vraiment importantes et puis même simplement la concentration en classe. Quand on a le ventre plein, c'est plus simple. Ça permet aussi d'avoir une visu sur tous les enfants, en fait.
On a des enfants qui avaient des maladies et où personne n'avait fait attention. Parce que du coup, il y avait vraiment pas de cantine. Le système de cantine n'existe pas au Laos. Et ça permet aussi de voir, quand parfois il va y avoir de la maltraitance et du coup, on doit faire attention, des absences. Enfin voilà, c'est Ça peut y avoir un meilleur suivi, globalement. Et à côté de ça, il y a 2 bus scolaires qui emmènent les enfants, de notre village, vers l'école secondaire, qui est, 4 villages plus loin. Et après, bah, je le disais, mais voilà, il y a des sorties scolaires qui sont organisées. Il y a eu, des lunettes qui ont été prises pour certains enfants qui ont été pris en charge pour, des soins nécessaires, donc à l'hôpital ou des choses comme ça, même de l'accompagnement parfois aux parents. Et là, globalement, bah, l'association aujourd'hui, il y a 3 salariés sur place. Non, alors, donc 3 à la cantine et 2 chauffeurs de bus. Et en plus de ça, bah, du coup, il y a toute une équipe, qui est, basée en France, qui fait, bah, voilà, tout ce qui est, suivi de parrainage, dossier, trésorerie, développement de partenariat, et Chloé qui est la présidente de l'association. Bravo, c'est impressionnant, tout ce que vous faites. Donc ça, c'est l'association Sourire d'enfance et Oui. vous avez aussi du coup l'agence Sourire du Laos. c'est ça. Du coup, l'agence de voyage Sourire du Laos, donc c'est une agence qui est déclarée au Laos. On a fait les papiers pour avoir une agence ici au Laos. Donc c'est une agence de voyage qu'on a vraiment conçue, comme on l'a dit, pour avoir des voyages authentiques et à impact positif. Authentique, c'était dans l'idée de réellement montrer ce qu'était le Laos aujourd'hui. Nous, on veut pas, aller voir les tribus au fin fond, avec des tenues où on leur demande de s'habiller et tout ça. On veut vraiment montrer, le Laos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un village Camou, nous, personne habillé en tenue Camou. Ils sont habillés comme Oui. vous, Les enfants jouent au téléphone, à Call of Duty, à League of Legends, en ligne avec leurs copains le soir. Les grands-parents regardent la série thaï à la télé, la romance, et cetera. Il y a encore des gens qui vivent, bah, voilà, dans la forêt, avec des tenues traditionnelles et cetera, mais c'est pas que ça. Et c'est vrai, bah, du coup, c'était un peu caricatural ou certaines images qui ont pu être transmises du Laos. Et voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on essaie de montrer, c'est voilà, ce qu'est le pays aujourd'hui, pas de caricature. autant dans les villes que dans les villages et Ouais. un peu partout au Laos. C'est ce qui fait que c'est très diversifié et qu'on n'a pas besoin d'aller dans les clichés pour trouver de la culture. La culture, elle vit avec les Laos tous les jours. Et pour la partie, impact positif, comme on a dit, ben, le voyage, c'est beaucoup d'impact négatif et notamment sur l'environnement et du coup, on voulait vraiment compenser et pour nous, c'est ce qu'il y a le plus de place dans nos voyages. Enfin, c'est pour ça qu'on travaille. Donc il y a des impacts positifs directement avec l'association. Aujourd'hui, on est à plus de 7 000 € reversés à l'association. C'est quand même, ouais, c'est quand même énorme et ça permet de faire plein de choses ici. On va soutenir d'autres associations qui ont plein de projets au Laos. Ouais. Il y a l'association Famille Internationale qui est de base au Cambodge, qui ici a 2 projets, un à Vientiane et un à Luang Prabang avec des restaurants d'application et en fait, ils ont des jeunes qui viennent en formation, qui vivent sur place, sont formés entre 3 et 6 mois et qui apprennent la cuisine, oui et service. Ils ont aussi, de la mécanique, enfin plein de choses, On encourage les clients à aller là-bas. L'idée, c'est qu'on soutient, on mette en valeur aussi toutes ces associations, mais comme on le faisait déjà dans nos voyages, avant. En fait, on veut que les gens puissent avoir un sens à leur voyage en disant: «OK, bah, en fait, j'ai pu aider cette association-là, ces jeunes-là, ça» Ouais. et en fait, tout le long du parcours, tout le long des voyages, on en propose un peu partout et ce qui fait qu'on a, ouais, avoir des beaux partenariats, des belles rencontres. Enfin, la dernière, c'est dans le sud où on a été à Paxé et on est tombé sur un centre, de Muay Lao. La Muay Lao, c'est de la boxe laotienne. Ça, c'est comme la boxe thaïlandaise. Bon, comme la Muay Thai et en fait, là-bas, on a rencontré, une dame qui est étrangère, qui s'est installée là-bas, qui a ouvert un centre, qui récupère des jeunes qui sont un peu rejetés des villages ou des familles, qu'elle forme à travers le sport et qu'elle remet aussi à l'école. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord une professeure particulier qui fait rattraper un peu le retard et ensuite ils peuvent retourner vraiment dans les rangs de l'école et on a vu ce travail de nos propres yeux et enfin, c'est énorme. Et donc voilà, il y en a un peu partout dans le Laos, on essaie de les mettre en valeur, de faire du bien avec eux, contrairement à beaucoup d'associations qui disent, il y a de la concurrence entre les assos, c'est pas notre but. Je pense que si on se met tous ensemble avec toutes les compétences qu'il y a dans le pays, il y a de quoi faire. Et voilà, mais du coup, on propose des voyages, de groupe, souvent sur des dates fixes, là, on a un en octobre, sur la fête des Lumières, qui est une super belle fête, avec, bah, des grands défilés des décorations partout en ville, dans les temples, des très bons chars
qui sont déposés sur le Mekong à la fin. Donc c'est des très belles fêtes. On a aussi des courtes d'immersion. Souvent, c'est des voyageurs en tour du monde, des gens qui ont plein dans le budget. Puis après, des voyages sur mesure pour ceux qui font, qui veulent rien faire, qui veulent juste nous dire: «Voilà, je veux que vous fassiez un voyage et puis je vous dis lequel je veux» et puis Trop bien. Mais en tout cas, ça donne envie et je mettrai bien évidemment, toutes les infos pour y aller et voilà, moi je sais que personnellement, j'avais très envie d'aller au Laos. Je sais que le jour où ça se fera, beh, je on reste avec bien plaisir. en contact et là maintenant, ça va faire quoi? À peu près 2 ans que vous êtes, installés? Est-ce que, vous auriez peut-être des réflexions à nous partager sur, bah, tout ce cheminement que vous avez fait? Parce que là, comme vous nous avez expliqué, vous avez vraiment trouvé votre nouveau quotidien, vos routines, vous, apprenez la langue, vous avez des échanges quand même un peu plus poussés, avec les locaux. Est-ce que vous sentez, pardon, un peu ce on appelle dans le podcast, ce voyage intérieur que vous avez fait en fait, tout ce cheminement depuis, 2 ans? J'imagine que c'est différent pour l'un et pour l'autre peut-être? On a tous les 2 beaucoup, beaucoup changé. Là, d'être rentrés en France, on s'est dit: «Waouh», on a l'impression qu'on a pris 10, 15 ans dans la tête, quoi. C'est une aventure qui a été difficile, mais très, très enrichissante. On s'est En tout cas pour ma part, moi j'ai eu l'impression de m'être trouvée. Je suis venue ici avec des rêves. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont été réalisés et de se dire: «OK, maintenant j'ai fait tout ce que j'ai envie, quelle est ma place à moi? Comment je continue moi à pouvoir me développer personnellement dans un pays qui n'est pas le mien, où j'ai pas mes repères? Qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Qu'est-ce qui m que m'apporte le pays?» Et de se dire, bah, en fait, moi aujourd'hui bon, c'est très drôle parce qu'avant de partir, je dis à Tao, avant de rentrer en France, je lui dis: «Ah, je sens quand je vais revenir, je vais plus savoir parler lao» et elle me dit: «Bah, là, tu vas rentrer, les gens vont me dire que tu es lao, tu vas revenir ici, les gens vont dire que tu es française et maintenant tu es un petit peu des 2». Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me définit maintenant. Ces 2 pays sont partie de mon identité. Je voulais m'expatrier qu'au Laos. Enfin, au départ, je voulais pas du tout m'expatrier, donc c'était vraiment ce pays-là. Et pour moi, maintenant, ça fait partie de ma vie, ces 2 parties-là et je veux les garder, pendant longtemps. moi, je pense que ma perception est très différente. Effectivement, on a beaucoup grandi tous les 2. Il y a eu des choses qui ont été faites à marche forcée, parce qu'on n'avait pas le choix de s'adapter pour pouvoir vivre sur place. Ça a été dans la difficulté et parfois dans la douleur. De toute façon, on en ressort très grandi. On apprend beaucoup sur soi-même en réalité parce que, bah, voilà, ce que je disais tout à l'heure, la façon dont on s'épanouit, ce qu'on recherche, bah, quand on s'installe à l'étranger, on trouve pas les mêmes choses et donc en réalité, ben, ça a tout un déséquilibre personnel, dans lequel on est et on est obligé de réadapter, reconstruire quelque chose. Donc c'est vrai, ben, on se rend compte, bah, voilà, ça, je peux peut-être le compenser ailleurs, ça, je m'en étais jamais rendu compte à quel point c'était hyper important pour moi, mais en fait, ça l'est et j'en ai besoin et après, bah, voilà, c'est comment réadapter son quotidien. Moi, je suis pas autant ancré sur le Laos, au point où ça fait partie de mon identité, c'est-à-dire où je m'associe en tant que Laotien. Je suis très content d'être ici et je m'y épanouis, mais j'aime tellement la France et je me sens tellement bien aussi que et encore plus d'y être à l'étranger. En réalité, moi, je voudrais revenir en France un jour, me réinstaller en France et pouvoir vivre, aussi cette vie qui est incroyable aussi en France. Ce que je disais tout à l'heure, c'est par exemple, bah, moi, tout ce qui est culture, concert, musique, art, histoire, je trouve ça génial et puis c'est hyper vivant en France. C'est quelque chose qui se construit encore au quotidien, parce que le voisin est artisan, parce que telle personne est artiste, chante, dessine. Au Laos, c'est pas du tout le cas, c'est mort parce que, c'est très contrôlé, ça a été énormément verrouillé par l'État et donc ça, c'est quelque chose qui m'énerve et sur lequel je peux pas m'épanouir parce que, ben, ça n'existe pas. J'ai pas de professeur de chant, j'ai pas de conservatoire dans le coin. Je veux apprendre, rien que la langue. Là, on est encore en train de j'ai découvert une vidéo récemment parce que il y avait des choses dans l'alphabet qu'on n'avait pas compris parce que déjà rien que les barrières entre les 2 langues, n'ont jamais été faites et encore là, c'était une vidéo anglaise qui expliquait, comment ça fonctionnait là-haut. Rien que ça, bah, là, j'ai encore appris un truc alors que ça fait 2 ans qu'on est dedans. Alors c'est la base de la base. Et pour autant, au final, vous arrivez à voilà, chacun a un peu son cheminement, différent depuis 2 ans et vous arrivez quand même à vous retrouver, au milieu, j'ai envie de dire
Et peut-être, je sais pas, pour la suite, vous vous êtes pas fixé de date ou quoi que ce soit, vous vous laissez porter pour l'instant? En fait, ça a été vraiment une année, compliquée, où on s'est dit, bah, quelle est la place de chacun? Qu'est-ce qu'on a envie tous les 2. Je sais qu'on s'était vraiment dit: «OK, on rentre en France et on se pose, on réfléchit» parce qu'ici, on a un peu trop la tête dans le guidon et on a besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir. Mmh. Ça nous a fait vraiment beaucoup de bien, Ouais. et on a pu aussi repartir sur des bonnes bases et c'est pour ça que je disais, on a retrouvé un quotidien et c'est pour fixer des règles, que chacun puisse s'épanouir. Oui, puisqu'au début, quand on est arrivé, la maison, c'était une salle de jeu pour les enfants. On n'avait pas de soirée à nous 2, on avait quasi aucun temps pour nous. Enfin voilà, il y avait énormément eu de déséquilibre aussi par les changements de vie, parce que Chloé expérimentait des trucs qu'elle avait jamais expérimentés, parce que sur certaines choses, elle ne savait pas mettre de limites. Moi, à l'inverse, c'était la même chose sur d'autres sujets. Donc c'est vrai que ça nous a quand même énormément bousculé parce que c'est tout un changement de culture, un changement de façon de vivre, un changement de façon d'être ensemble également. Aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus régulier, mais même là, en rentrant, Chloé disait: «Bah, voilà, là, actuellement, on est très heureux, très content au Laos, mais par contre, je souhaiterais être présent comme pour mes parents, dans leur fin de vie. Donc, bah, voilà, dans 23 ans, 5 ans, quand ça sera nécessaire, on rentrera en France pour prendre du temps avec eux». C'est pas un truc, on rentrera définitivement, ça se peut qu'on reviendra, ça se peut qu'on reviendra pas, mais pour autant, on se met pas de limite. Là, on souhaite avoir des enfants, ben, on se pose pas la question de on doit attendre ou pas, on décide de le faire ici, puis on verra après comment on s'organise. On a vraiment essayé d'avoir le c'est le Laos qui nous a apporté ça aussi, c'est de savoir cette légèreté. Se dire, en fait, il faut arrêter de se prendre la tête sur tout. On a été capable de s'installer ici et de pouvoir, s'adapter et aussi de se retrouver nous. Donc on est aussi confiant en nous, en disant: «OK, Mmh. en fait, on va y arriver et si on a envie de le faire, on le fera et on est à 2». Alors même s'il faut pas trop se reposer sur le fait d'être que 2 parce que vraiment, l'expatriation, c'est aussi ça le risque. Mais mais ouais, on n'a pas peur en tout cas et on se dit, Et puis en réalité, on a la chance d'être, français, de vivre, d'être né du bon côté, de pouvoir, si à un moment il y a un problème, de pouvoir rentrer en France. Et donc c'est vrai que c'est pas non plus, une prison, on n'est pas enfermé. En réalité, on peut très vite rebondir, que ce soit changer de pays, changer de ville, rentrer en France s'il y a besoin. Aujourd'hui, au final, l'expatriation, par rapport à ce que nous, on a fait comme choix, il y a eu plein de difficultés qui sont venues avec. Pour plein de gens, c'est beaucoup plus simple, parce qu'eux vivent en ville, parce qu'ils restent entre expatriés, parce qu'ils sont sur des logements de standards européens, parce qu'ils rencontrent pas beaucoup de là-haut ou dans un contexte qui font que c'est simple. Mais globalement, on arrive à s'adapter, puis même si c'est pas grave, si on n'y arrive pas, autant rentrer, autant changer d'endroit. Enfin, il y a rien à prouver à personne, au contraire, l'important, c'est juste de prendre soin de soi, prendre soin de son couple et puis voilà. Et j'allais justement vous demander, quel serait votre, message, final et principal à livrer à l'audience? Bon, on était déjà un petit peu dedans, vous m'avez quasiment fait la conclusion, parfaite, mais est-ce que vous auriez un petit mot final à ajouter? moi je pense que oui, ce que lui il a dit, c'est le cas, c'est il y a rien à prouver à personne. Chacun fait son chemin, enfin je sais que nous on a connu des gens, des étrangers, des Français qui sont venus s'installer ici, qui sont partis, qui ont fait autre chose. Mmh. On s'en fiche, enfin, allez là où vous êtes heureux et c'est le principal, que ça soit en France, à l'étranger ou que ça soit de bouger tous les 3 ans ou de jamais bouger, on s'en fiche. Parce que beaucoup de gens nous idolâtrent en disant: «Vous avez une vie de dingue et autres». Non, enfin, votre vie aussi en France, nous, parfois on aimerait vraiment l'avoir et on trouve que vous êtes, assez dingos de réussir à pouvoir garder cette stabilité. Donc non, Enfin, je veux dire, il y a une place pour tout le monde, mais c'est vrai que le fait de se comparer, que ce soit, sur des projets personnels, professionnels, encore plus aujourd'hui, nous, notre chemin de vie est effectivement atypique. Mais je veux dire, j'aurais pas été plus malheureux à rester en France, à avoir mon taf, à vivre. J'aurais vécu différemment, j'aurais voyagé, rencontré différemment, partagé des cultures différemment ou à d'autres endroits. Je veux dire, ça tous aussi cool, et j'aurais grandi, mais d'une autre façon. Faut expérimenter juste. Faut sortir de sa zone de confort, en tout cas essayer des choses.
Complètement. Mais en tout cas, mille merci à vous 2. J'ai des images, voilà, plein les yeux, plein de rêves et donc si les gens veulent vous suivre, le plus simple, c'est sur Instagram, j'imagine? Notre Instagram personnel qui s'appelle Réunion en famille, sur lequel on a partagé tout notre voyage et sur maintenant lequel on partage notre expatriation et nos voyages qu'on peut faire, comme là aussi nous on a été. Ensuite il y a Sourire du Laos.off qui est notre compte professionnel où il y a l'agence de voyage et il y a le compte Sourire d'enfance pour l'association. Trop bien. Beh, je mettrai tout ça dans le descriptif de l'épisode. À très bientôt et au Laos, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.